J'ai gagné des millions à la loterie, 2 millions d'euros, et j'ai décidé de ne le dire à personne. D'abord, j'ai demandé de l'aide à ma famille pour tester leur loyauté. Tous ont refusé, me prenant pour un vieux fou vivant d'une maigre pension. Une seule personne m'a tendu la main, sans savoir pour mon gain. C'est celle que j'attendais le moins, mais maintenant, elle recevra tout. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous nous écoutez dans les commentaires. Le ticket de loterie tremblait légèrement dans mes mains usées, alors que je remplissais soigneusement mes numéros habituels, 7, 14, 23, 31, 42. Chaque chiffre portait un souvenir. L'anniversaire de Marguerite, celui de Thérèse, de Fabien, de Rémi, notre anniversaire de mariage. Le numéro bonus, 18, pour Étienne, le fils de mon défunt frère. 20 €, comme chaque mois depuis 3 ans. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» La voix de Thérèse a traversé l'air automnal avant même que la portière de sa voiture ne claque. J'ai plié le ticket avec soin, le glissant dans la poche de ma chemise, tandis que ses talons claquaient avec colère sur l'allée humide. La porte moustiquaire s'est ouverte brusquement sans un coup. Je t'ai vu au tabac de la place du marché. Elle se tenait dans l'embrasure de la cuisine, son mascara légèrement étalé, son uniforme de salon de coiffure froissé. « 20 €, papa ? 20 € entiers, alors que j'annule des rendez-vous parce que je n'ai pas les moyens de faire le plein d'essence. » Je suis resté assis à la table de la cuisine, les mains jointes. « Bonjour à toi aussi, ma chérie. » Elle a arraché le ticket de ma poche avant que je puisse réagir. « Ces numéros stupides. Tu penses que tu vas gagner ? Tu crois qu'une fée magique va nous rendre riches ? Rends-moi ça, Thérèse. »« Non ?» Elle l'a brandi au-dessus de sa tête, comme une preuve dans un tribunal. « Sais-tu que je dois 18,50 € pour les fournitures scolaires de Clara et Mathéo ? 18,50 €. Et toi, tu jettes 20 € dans un rêve insensé. » Je me suis levé lentement, mes genoux protestants. « Je t'ai donné 3 200 € cette année. Fabien a eu 4 800 €. Rémi, 2 100 €. Veux-tu que je compte chaque facture d'épicerie, chaque paiement d'électricité, chaque réparation de voiture d'urgence ?» Son visage s'est empourpré. C'est différent. C'est la famille qui aide la famille. Et ça, c'est mon argent qui soutient mon espoir. Ton espoir. Elle a ri amèrement. Papa, tu as 68 ans. Tu vis d'une pension et de la sécurité sociale. Chaque euro compte. Chaque euro que je gagne. Ma voix est tombée à un murmure. Chaque euro que j'ai économisé en travaillant des doubles journées à l'usine pendant que vous grandissiez, chaque euro que j'ai choisi de ne pas dépenser pour moi, pour que vous ayez des vêtements décents et des repas à l'école. Elle a serré le ticket plus fort. Je ne demande pas grand-chose. Toi, tu demandes tout. Les mots sont sortis plus durs que je ne l'avais prévu. Tu veux l'argent de mon ticket de loterie. Fabien veut mes décisions d'investissement. Rémi veut mon fonds d'urgence. Quand est-ce que je peux vouloir quelque chose ? Les yeux de Thérèse se sont plissés. Ce que tu veux est stupide. Ce que je veux est à moi. Elle m'a regardé longuement. L'horloge de la cuisine tic-tac entre nous. Dehors, la pluie a commencé à tomber contre la fenêtre. Finalement, elle a jeté le ticket sur la table. Très bien, gaspiller ton argent, mais ne viens pas pleurer quand tu mangeras des boîtes pour chat parce que tu as dépensé tes derniers 20 € pour des chimères. La porte d'entrée a claqué si fort que les tasses à café ont tremblé sur leur soucoupe. Par la fenêtre, j'ai vu sa Renault faire crisser le gravier en reculant dans l'allée. Les feux arrière rouges ont disparu au coin, ne laissant que le bruit de la pluie et ma propre respiration. J'ai ramassé le ticket, lissant les plis faits par ses doigts. Les numéros me regardaient, les anniversaires de ma famille, des dates qui signifiaient autrefois des gâteaux et des rires. Maintenant, ils semblaient des accusations. 5 heures plus tard, alors que l'obscurité automnale enveloppait Saint-Éloi, j'étais assis seul avec une tasse de café refroidi. Le ticket de loterie reposait sur la table à côté du journal d'hier. C'est alors que mon téléphone a sonné. La soupe commençait à mijoter quand le téléphone a retenti. Je remuais lentement la soupe de poulet aux nouilles, regardant la vapeur s'élever de la casserole, essayant de ne pas penser aux mots de Thérèse résonnant dans ma maison vide.
L'identifiant d'appel montrait le numéro de Fabien. « Salut, papa !» Sa voix avait ce ton prudent qu'il utilisait quand il pensait que j'avais besoin d'être géré. Thérèse m'a appelé plus tôt. Elle est plutôt énervée. Je posais la cuillère en bois et m'appuyais contre le plan de travail. Je m'en doute. Elle a dit que tu avais acheté un autre ticket de loto aujourd'hui. 20 €. C'est exact. Une pause. J'entendais des clics de clavier en fond. Il était encore à son bureau en ville, probablement travaillant tard sur un projet pour prouver son indispensabilité à son entreprise. « Papa, on en a déjà parlé. 20 €, ça peut sembler peu, mais ça s'additionne. 240 € par an. Sur 5 ans, ça fait 1200 €. Les mathématiques ont toujours été ton point fort, fiston. Je suis sérieux. » Sa voix s'aiguisa. « Tu as un revenu fixe. Chaque dépense doit être soigneusement considérée. » Je serrai le téléphone plus fort. « Comme les 7300 € de dette de carte de crédit que tu n'as pas pu couvrir l'an dernier, la dette que j'ai payée pour que ton crédit ne soit pas ruiné. » Silence. Puis, c'était différent. C'était une opportunité d'investissement qui n'a pas fonctionné. Et ceci est mon investissement dans l'espoir. L'espoir ne paye pas les factures, papa. Pas plus que ton aventure en crypto-monnaie, ou le restaurant de ton ami, ou ce système de marketing à plusieurs niveaux dont tu jurais qu'il te rendrait riche. Fabien soupira dramatiquement. Écoute, je n'essaie pas de contrôler ta vie. J'essaie de t'aider à prendre des décisions financières intelligentes. Maman disait toujours, ne te sers pas de ta mère pour justifier le fait de me traiter comme un enfant. Les mots étaient plus durs que prévu. Ce n'est pas ce que je fais. Vraiment? Tu m'appelles? Tu me fais la leçon sur 20 € alors que je t'envoie 400 € chaque mois pour tes prétendues urgences. Quand m'as-tu demandé comment je vais? Quand es-tu venu me voir juste pour me voir? Une autre pause. Les clics de clavier cessèrent. Je tiens à toi, papa. Nous tous. C'est pourquoi nous nous inquiétons quand nous te voyons faire de mauvais choix. De mauvais choix. Je regardais le ticket de loterie sur mon réfrigérateur, maintenu par un aimant en forme de tournesol, le préféré de Marguerite. 20 € pour imaginer une vie différente. 20 € pour 30 secondes de « et si ». Fabien, j'ai une question. Bien sûr. Si je gagnais à la loterie, vraiment, que ferais-tu? Il rit Ardo. Papa, les chances sont d'environ 28 millions contre 1. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Une pause plus longue. Quand il parla, sa voix était prudente. Je serai heureux pour toi, bien sûr, et j'espère que tu serais malin à ce sujet. Prendre des conseils financiers, s'assurer que l'argent soit bien investi. Investi correctement, par qui? Eh bien, j'ai de l'expérience en planification financière. J'ai raccroché, le bourdonnement de la tonalité dans mon oreille pendant un instant avant de reposer le téléphone. La soupe avait cessé de mijoter, la cuisine semblait plus froide, comme si toute la chaleur s'était évaporée par la ligne téléphonique. J'ai regardé à nouveau le ticket de loterie. 7, 14, 23, 31, 42, bonus 18. Ma famille, réduite à des chiffres sur un bout de papier, des chiffres qui pourraient ne rien signifier ou tout changer. 8 jours passèrent avant le tirage du loto. 8 jours à filtrer les appels de mes enfants, à manger seul des dîners silencieux, à me demander quand j'étais devenu rien de plus qu'un compte bancaire ambulant pour eux. Le jeudi soir, j'étais dans mon fauteuil, la télécommande sur le genou, zappant sans but entre les chaînes. La maison semblait plus grande la nuit, les ombres s'étendant dans les coins où se trouvaient autrefois les meubles de Marguerite. Je les avais vendus après son décès, trop de souvenirs pour un vieil homme à porter seul. France 2 s'alluma juste au moment où la musique du loto commençait. Sophie Laurent, l'animatrice locale qui tirait les numéros depuis 15 ans, sourit à la caméra avec sa chaleur habituelle. « Bonsoir France, le jackpot de ce soir s'élève à 1 million d'euros. Voyons si nous avons un gagnant. » J'ai tendu la main vers ma tasse de café, vide. Le ticket de loterie était sur ma table de chevet, derrière une photo de Marguerite tenant bébé Thérèse. Je l'avais déplacé du réfrigérateur après l'appel de Fabien,
le gardant plus près, d'une certaine manière. Premier numéro ce soir, 7. Ma main s'est figée à mi-chemin vers la tasse. Deuxième numéro, 14. J'ai pris le ticket avec des doigts soudain maladroits. 7. 14. L'anniversaire de Marguerite, celui de Thérèse. Troisième numéro, 23. L'anniversaire de Fabien. J'ai rapproché le ticket de la lampe, comparant les numéros aux annonces de Sophie Laurent. Ce n'était pas possible. Quatrième numéro, 31. L'anniversaire de Rémi. Mon cœur battait contre mes côtes comme s'il voulait s'échapper. J'ai relu le ticket, encore et encore, certain de me tromper. Cinquième numéro ce soir, 42. Notre anniversaire de mariage. Octobre 1982. 42 ans de mariage compressés en un seul chiffre sur un bout de papier qui semblait soudain électrique dans mes mains. Et le numéro bonus de ce soir, 18. Étienne, l'anniversaire de mon neveu. Le fils de mon frère décédé trop jeune. J'avais ajouté le 18 sur une impulsion il y a 3 ans, pensant que les familles doivent rester unies, même sur des tickets de loterie. Sophie Laurent parlait de vérifier les numéros avec soin, des procédures de réclamation, des 180 jours pour se manifester. Mais sa voix semblait venir de sous l'eau. Je me suis levé trop vite et j'ai failli laisser tomber le ticket, 1 million d'euros. J'ai marché jusqu'à la cuisine sur des jambes tremblantes et étalé le ticket sur le comptoir sous la lumière vive. 7, 14, 23, 31, 42, bonus 18. Les chiffres me regardaient, innocents comme la pluie. J'avais choisi ces numéros parce qu'ils représentèrent la famille, les anniversaires, les dates qui marquaient nos vies ensemble. Marguerite aurait ri de l'ironie. La famille qui avait passé 2 jours cette semaine à me dire que j'étais stupide d'acheter des tickets de loterie venait de me rendre millionnaire. 700 000 euros après impôts, selon la télévision. Plus d'argent que je n'en avais gagné ces 10 dernières années combinées. Plus d'argent que mon père n'en avait vu de toute sa vie, travaillant dans les mines de charbon en Lorraine. Mais debout dans ma cuisine, tenant un bout de papier d'1 million d'euros, je ne pensais pas à l'argent. Je pensais à Thérèse arrachant ce ticket de ma poche, traitant mes espoirs de stupides. Je pensais à la leçon de Fabien sur les mauvais choix financiers. Je pensais à la rapidité avec laquelle ils avaient calculé ce que je leur devais, mais jamais ce qu'ils me devaient. Le ticket semblait plus lourd, chargé de possibilités et de vengeance en parts égales. J'ai marché jusqu'à ma chambre et ouvert le petit coffre où je gardais les bijoux de Marguerite et nos papiers importants. Le ticket de loterie s'est glissé à côté de son alliance et de l'acte de propriété de la maison. Avant de fermer la porte, je l'ai regardé une dernière fois. Demain, j'appellerai mes enfants. Demain, je les inviterai à dîner à l'Ancre d'Argent, notre ancien restaurant familial. Et demain, je découvrirai qui ils étaient vraiment quand ils pensaient qu'il n'y avait plus rien à gagner pour eux. La porte du coffre s'est fermée avec un clic, comme une décision prise. Le soleil matinal filtrait à travers la fenêtre de ma chambre alors que je composais la combinaison du vieux coffre à bijoux de Marguerite. 3 tours à droite, 2 à gauche, 1 à droite. Le ticket de loterie reposait là où je l'avais placé 12 heures plus tôt, à côté de son alliance et de notre certificat de mariage. 1 million d'euros réduit à un bout de papier plus petit qu'une carte de visite. J'ai étalé mes documents sur la table de la cuisine comme un général préparant une campagne. Permis de conduire, carte de sécurité sociale, le formulaire de réclamation du loto que j'avais imprimé sur leur site à 6 heures du matin. Tout ce qu'il fallait pour rendre cela réel, pour transformer ces numéros en argent réel sur mon compte bancaire. La route jusqu'au bureau de poste a pris 15 minutes à travers les rues tranquilles de Saint-Éloi. Des feuilles d'érable tapissaient les trottoirs en or et cramoisi, et l'air matinal portait cette fraîcheur automnale qui rend tout possible. Je me suis garé entre un vieux pick-up rouillé et le SUV d'une maman footballeuse, puis je suis entré avec mon enveloppe Kraft sous le bras. Courrier recommandé ? La guichetière, une femme de mon âge aux cheveux grisonnants et aux yeux gentils, a pesé mon enveloppe sur sa balance numérique. 8,50 € avec accusé de réception. C'est bon. Je lui ai tendu un billet de 10 € et l'ai regardé apposer l'étiquette verte qui suivrait le voyage de mon ticket de loterie jusqu'à Paris. Combien de temps pour la livraison ?
2 jours ouvrables, généralement. Document important? On peut dire ça. De retour chez moi, j'étais assis à la table de la cuisine, avec le téléphone devant moi, comme une arme que je m'apprêtais à utiliser. 3 numéros écrits sur un carnet, 3 enfants qui devaient apprendre exactement quel genre de personnes ils étaient vraiment. Thérèse a répondu à la 2e sonnerie, sa voix teintée d'irritation matinale. « Papa, je suis entre 2 clients. Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien ne va mal, ma chérie. Je veux t'inviter à dîner samedi soir. Toute la famille. » Une pause, le bruit de fond du salon, sèche-cheveux, conversation, la musique pop qu'il diffusait pour divertir les clients. « Dîner chez toi? À l'encre d'argent. Je paye. Si tu payes, pourquoi pas ?» Son ton a changé immédiatement, une chaleur transactionnelle remplaçant l'agacement. « Je peux amener les enfants? Clara a un entraînement de foot à 16h, mais on peut être là pour 18h. Amène-les. Je réserve pour 7 personnes. 7? Qui d'autre vient? Tes frères, la femme de Fabien, un dîner familial. Elle a ri, mais sans humour. Quand est-ce qu'on a dîné tous ensemble pour la dernière fois? Les funérailles de maman? Le commentaire a fait plus mal qu'elle ne l'avait probablement voulu. Les funérailles de Marguerite remontaient à 2 ans, et oui, c'était peut-être la dernière fois que tous mes enfants s'étaient assis à la même table. Samedi, 18h, ne sois pas en retard. J'ai raccroché avant qu'elle ne pose plus de questions, et j'ai immédiatement composé le numéro du bureau de Fabien. Solution technologique, Fabien Lambert. La voix professionnelle de sa secrétaire. C'est son père. Une brève attente, puis le ton soigneusement modulé de Fabien. Tout va bien? Tu n'appelles jamais au bureau. Je t'invite à dîner samedi. L'encre d'argent, 18h. Dîner familial. Le silence s'était tiré entre nous. Je pouvais presque l'entendre calculer les angles, chercher des significations cachées. Quelle est l'occasion, papa? Ce n'est pas ton genre. Un père ne peut-il pas inviter sa famille à dîner? Bien sûr, mais... Une autre pause. C'est à propos de cette histoire de ticket de loterie? Tu essaies de prouver quelque chose sur l'unité familiale? La question révélait plus sur son état d'esprit qu'il ne le réalisait probablement. Tout était un débat à gagner, un point à marquer. J'essaye d'avoir un dîner avec mes enfants. Viendras-tu ou non? Nous serons là. Mais, papa, si c'est une sorte d'intervention sur tes habitudes de dépenses... 18h, Fabien. Ne me fais pas la leçon sur mes habitudes tant que tu n'as pas remboursé tes propres dettes. J'ai raccroché plus fort que nécessaire et j'ai immédiatement composé le numéro de Rémi. Ça a sonné 5 fois avant que sa voix ensommeillée ne réponde. « Ouais? C'est ton père. Je t'invite à dîner samedi soir. » J'entendais son bâillement, probablement réveillé après avoir travaillé jusqu'à 3h du matin au bar. Quelle heure? 18h. L'encre d'argent. D'accord, je peux manger. Cet endroit fait de bons steaks. Qui paye? C'était la première question que chacun de mes enfants posait quand je proposais quelque chose. Pas « comment vas-tu ?» Pas « quelle est l'occasion ?» Mais « qui paye ?» Moi, évidemment. Cool, samedi, 18h, compris. La ligne s'est coupée sans un au revoir. Je me suis assis dans ma chaise de cuisine et j'ai regardé mon carnet. 3 appels, 3 acceptations, 3 façons différentes de demander qui allait payer la note. Pas un seul n'avait demandé pourquoi je voulais les voir, comment je me sentais, ou ce qu'il y avait de spécial à réunir la famille. Samedi me dirait tout ce que j'avais besoin de savoir sur les personnes que j'avais élevées. Le samedi soir est arrivé avec l'obscurité précoce de l'automne enveloppant le parking de l'Ancre d'Argent. J'étais arrivé le premier, comme prévu, et j'avais réservé notre table ronde habituelle dans le coin arrière, là où Marguerite insistait pour qu'on s'asseye pour les dîners d'anniversaire et les anniversaires de mariage. La serveuse, Linda, qui servait notre famille depuis 15 ans, m'a apporté un café sans que je le demande. « Dîner familial ce soir, monsieur Lambert? Ça fait un moment qu'on n'a pas vu tout le monde ensemble. » Quelque chose comme ça. Je me suis positionné dos au mur, d'où je pouvais observer chaque arrivée, chaque interaction,
chaque détail révélateur sur qui étaient vraiment mes enfants. Thérèse est entrée à 18h15, ses 2 enfants traînant derrière comme des satellites réticents. Clara, 12 ans, avait des écouteurs et ne levait pas les yeux de son téléphone. Matteo, 9 ans, a immédiatement demandé si le restaurant avait du Wi-Fi. Aucun des 2 n'a remarqué mon existence jusqu'à ce que Thérèse leur donne un coup de coude. « Dites bonjour à grand-papa. »« Salut », ont-ils marmonné à l'unisson, déjà à la recherche de chaises libres loin des adultes. Fabien et Sophie sont arrivés à 18h20 précise, sa ponctualité aussi calculée que tout le reste dans sa vie. Sophie m'a offert un sourire sincère et m'a serré l'épaule. Elle était la seule à sembler heureuse de me voir. Fabien a examiné la disposition de la table comme un joueur d'échecs, calculant son prochain coup. Rémi est entré nonchalamment à 18h35, les cheveux encore humides d'une douche rapide, portant la même veste en cuir qu'il avait depuis l'université. Il s'est affalé sur sa chaise avec une familiarité décontractée et a immédiatement fait signe à Linda pour une bière. Désolé pour le retard, la circulation était infernale. Il n'y avait pas eu de circulation à Saint-Éloi un samedi soir depuis la fermeture de l'usine, mais personne n'a contesté le mensonge. Linda a pris nos commandes de boissons et j'ai observé ma famille retomber dans ses schémas familiers. Thérèse a immédiatement ouvert son menu à la section des plats les moins chers. Fabien a étudié la carte des vins comme s'il analysait un rapport financier. Rémi a commandé le steak le plus cher sans regarder les prix. « Alors, papa ?» a commencé Thérèse avant même qu'on commande les entrées. « À propos des frais scolaires des enfants, on en a discuté. »« Commandons d'abord », l'ai-je interrompu, mais elle a continué. « Matteo a besoin de nouvelles chaussures de foot. Et le projet scientifique de Clara nécessite des fournitures que je ne peux pas payer en ce moment, avec le salon qui ralentit et l'hiver qui arrive. « Maman, on peut prendre un dessert ?» a interrompu Clara sans lever les yeux de son écran. « Si grand-papa paye », a répondu Thérèse automatiquement. Fabien s'est raclé la gorge avec l'autorité de quelqu'un habitué à capter l'attention. « En fait, papa, Sophie et moi avons discuté de ta situation financière. Ces tickets de loterie, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Je pourrais doubler tes économies en bourse d'ici 6 mois. » Et c'est parti, a marmonné Rémi en prenant une longue gorgée de bière. Des conseils d'investissement de la part du gars qui a perdu 7000 € en crypto-monnaie. C'était un risque calculé basé sur des recherches de marché, a rétorqué Fabien, contrairement à parier sur des numéros de loterie. Crois-moi, je connais le jeu, a dit Rémi avec une autorité décontractée. J'ai passé 3 ans à apprendre les tells au poker et les calculs de probabilité. La maison gagne toujours, papa, toujours. Sophie a tenté de calmer le jeu. Peut-être qu'on pourrait juste profiter du dîner sans parler des mauvaises décisions de papa. La voix de Thérèse portait la frustration de quelqu'un qui accumulait des griefs depuis des semaines. Pendant qu'il achète des tickets de loterie, moi, je choisis entre l'épicerie et l'essence. Matteo a levé les yeux de sa tablette juste assez longtemps pour demander « On peut rentrer maintenant ? C'est ennuyeux. » J'ai siroté mon café et les ai regardés déchirer mes choix de vie avec l'efficacité de vautours nettoyant une carcasse. Chaque préoccupation était financière. Chaque suggestion impliquait de rediriger mon argent vers leurs besoins. Chaque critique supposait que j'étais trop vieux, trop insensé, trop déconnecté pour gérer mes propres affaires. Les plats principaux sont arrivés et la conversation s'est tournée vers les plaintes sur leurs emplois, leurs dettes, leurs besoins constants d'aide qui ramenaient toujours à mon portefeuille. Rémi a mentionné des problèmes de loyer. Fabien a laissé entendre des opportunités d'expansion commerciale nécessitant du capital. Thérèse a calculé à voix haute combien coûterait Noël pour ses enfants. Pas une seule fois, ils n'ont demandé comment allait ma santé, ma solitude, mes souvenirs de leur mère. Pas une seule fois, ils n'ont remercié pour les milliers d'euros que je leur avais donnés l'année passée. Ils parlèrent de moi comme si j'étais absent, débattant de ma compétence et de mes ressources comme si je n'entendais pas chaque mot. Quand Linda a apporté l'addition, j'ai sorti ma carte de crédit avec des mains plus fermes que depuis des mois. Mes enfants regardèrent avec l'attention concentrée d'auditeurs examinant des rapports de dépenses. « Merci pour le dîner, papa », a dit Thérèse,
déjà en train de ramasser son sac et ses enfants. Pense à ce que j'ai dit sur les frais scolaires et ma proposition d'investissement, a ajouté Fabien. Je t'enverrai des documents de recherche. Rémi a juste hoché la tête et s'est dirigé vers la sortie, probablement en retard pour son service du soir. Je suis resté seul à la table après qu'ils se sont dispersés vers leur voiture, entourés de plats vides et de l'odeur persistante du parfum de Sophie. Elle avait été la seule à m'enlacer pour dire au revoir. Le restaurant continuait son rythme de samedi soir autour de moi, d'autres familles riant et discutant, des grands-parents jouant avec des petits-enfants qui reconnaissaient leur existence. Linda s'est approchée avec la cafetière pour une recharge. « Monsieur Lambert ?»« Non, merci. Je crois que j'ai appris tout ce que j'avais besoin de savoir ce soir. » Le dimanche matin a apporté de la clarté avec le soleil d'automne traversant mes fenêtres de cuisine. J'étais assis à ma table avec une tasse de café fraîche, un carnet vierge et la certitude absolue que mes enfants avaient échoué à leur premier test sans même savoir qu'ils étaient évalués. Le dîner de la veille avait confirmé ce que les appels téléphoniques de jeudi avaient suggéré. Mes 3 enfants me voyaient comme rien d'autre qu'un compte bancaire pratique avec des privilèges de retrait occasionnels. Les seules émotions qu'ils affichaient étaient la frustration face à ma réticence à donner de l'argent et l'agacement d'avoir à le demander indirectement. J'ai ouvert le carnet à une page vierge et écrit 3 noms en haut. Thérèse, Fabien, Rémi. Sous chaque nom, j'ai commencé à concevoir des tests qui leur donneraient une dernière chance de prouver qu'ils méritaient un seul euro de mes gains à la loterie. Le test de Thérèse devait cibler son égocentrisme, son présupposé que mes ressources existaient uniquement pour sa commodité. Une urgence médicale fonctionnerait, quelque chose d'assez grave pour nécessiter une aide immédiate, mais gérable pour qu'une fille aimante abandonne tout pour aider. J'ai écrit « Lundi matin, 10 heures. Palpitation cardiaque, besoin d'un trajet chez le médecin. Voir si elle quitte le salon pendant une période chargée. » La beauté de ce test résidait dans son authenticité. À 68 ans, les troubles cardiaques étaient une préoccupation légitime. J'avais eu des battements irréguliers occasionnels depuis la mort de Marguerite, liés au stress selon mon médecin. Mais Thérèse ne le saurait pas. Une fille véritablement attentionnée abandonnerait ses clients payants pour aider son père à atteindre des soins médicaux. Une fille égoïste suggérerait que j'appelle une ambulance ou quelqu'un d'autre. Le test de Fabien nécessitait une approche différente. Sa nature contrôlante et son arrogance intellectuelle le rendaient vulnérable aux scénarios impliquant des conseils financiers ou des prises de décision. J'ai écrit « Mardi après-midi, 14 heures. Trouver des obligations d'épargne anciennes valant 12 000 euros. Demander des conseils d'investissement. Voir s'il tente de contrôler l'argent ou offre une aide sincère. » Ce test exploitait sa croyance qu'il en savait plus que moi sur tout ce qui était financier. Offrirait-il des conseils honnêtes sur les meilleures options pour un homme âgé à revenu fixe, ou essaierait-il immédiatement de gérer l'argent lui-même, me traitant comme un enfant incapable de confiance avec ses propres actifs? Le test de Rémi se concentrait sur son irresponsabilité et son attitude désinvolte envers les problèmes des autres. J'ai écrit « Mercredi soir, 19 heures. Perdu mon portefeuille avec l'argent de ma pension au supermarché. Besoin d'aide pour chercher, déposer une plainte à la police. Voir s'il aide ou trouve des excuses. » Le timing était crucial. Le mercredi était l'une de ces soirées de travail au bar où les pourboires étaient traditionnellement bons. Un fils qui se souciait vraiment sacrifierait son potentiel de gain pour aider son père à récupérer l'argent essentiel pour les dépenses de base. Un fils égoïste suggérerait des alternatives qui n'entravaient pas son emploi du temps. Chaque test était conçu pour sembler urgent mais gérable, sérieux mais pas catastrophique. Plus important encore, chaque test ciblait le défaut de caractère le plus évident lors de notre dîner de la veille. Ils auraient des opportunités de me prouver que j'avais tort, de démontrer l'amour et le respect que j'avais espéré voir pendant 68 ans. J'ai pris des notes détaillées sur ce qui constituait un succès ou un échec pour chaque test.
Réussir nécessitait une préoccupation immédiate pour mon bien-être, une volonté de sacrifier leur propre confort et un véritable intérêt pour ma situation plutôt que des calculs sur ce que cela pourrait leur coûter. Échouer signifiait privilégier leurs propres besoins, suggérer des alternatives qui évitaient les inconvénients personnels ou traiter mes problèmes comme des fardeaux qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Le café a refroidi pendant que je peaufinais les détails. Chaque test devait sembler authentique, assez désespéré pour nécessiter une réponse immédiate, mais suffisamment crédible pour qu'ils ne soupçonnent pas une manipulation. Mon âge et mes circonstances rendaient les 3 scénarios plausibles. Les personnes âgées ont régulièrement des urgences médicales, découvrent des instruments financiers oubliés et perdent des objets importants. Si mes 3 enfants échouaient à leur test, je contacterais Étienne dans 2 semaines. Mon neveu m'avait appelé 2 fois depuis les funérailles de Marguerite, sans rien demander, juste pour vérifier mon bien-être. Il vivait à 4 heures de route et avait sa propre vie, mais il avait montré plus de véritable intérêt pour mon bonheur que mes propres enfants en des années. Le ticket de loterie dans mon coffre représentait 700 000 € après impôt. Assez d'argent pour changer radicalement la vie de quelqu'un, pour offrir sécurité et opportunité et liberté des soucis financiers. Il méritait d'aller à quelqu'un qui apprécierait sa valeur, pas seulement en termes monétaires, mais en termes d'amour et de sacrifices accumulés au cours d'une vie de dur labeur. J'ai fermé le carnet et regardé l'horloge de la cuisine. 9h30. Thérèse se préparait pour sa journée la plus chargée de la semaine, planifiant des rendez-vous, mélangeant des produits chimiques pour cheveux et discutant avec des clients de leurs aventures du week-end. Dans 30 minutes, je l'appellerai avec des douleurs thoraciques et un essoufflement, et je découvrirai si j'avais élevé une fille ou simplement financé l'éducation d'une étrangère qui partageait mon ADN. Le téléphone semblait plus lourd que d'habitude lorsque je l'ai décroché et composé le numéro de son salon. Le lundi matin est arrivé avec le poids de la résolution. J'étais assis à ma table de cuisine, carnet ouvert au premier test, ma main planant au-dessus du téléphone comme un chirurgien préparant une opération délicate. Les numéros du ticket de loterie, maintenant mémorisés, semblaient se moquer de moi depuis leur cachette dans le coffre. 1 million d'euros attendant quelqu'un digne de le recevoir. À 10h30 précise, j'ai composé le numéro du salon de Thérèse, Touche de glamour. Touche de glamour, c'est Thérèse. Sa voix portait l'efficacité affairée de quelqu'un jonglant avec plusieurs clients. Thérèse, ma chérie. J'ai laissé ma voix trembler légèrement, ajoutant un souffle qui n'était pas entièrement artificiel. J'ai besoin d'aide, j'ai des douleurs thoraciques et je suis essoufflé. Le bruit de fond envahissait le téléphone. Sèche-cheveux, une cliente demandant des précisions sur le temps de pause, la musique pop qui maintenait l'ambiance légère. Tout ce qui comptait plus pour ma fille que la santé de son père. Papa ? Son ton a glissé vers une légère inquiétude, mais je l'entendais bouger, probablement en vérifiant un minuteur sur les mèches de quelqu'un. Quel genre de douleur thoracique ? Des douleurs aiguës, ici. J'ai pressé ma main libre contre ma poitrine, laissant le geste informer ma voix. Le docteur. Dupont veut que je vienne à Paris immédiatement. Spécialiste du cœur. Paris ? Papa ? C'est à 1 heure de route. Tu ne peux pas voir quelqu'un localement ? La question révélait tout ce que j'avais besoin de savoir sur ses priorités, mais j'ai continué avec le script. Dupont dit que c'est urgent, ça pourrait être sérieux. Le problème, c'est que je ne peux pas conduire me sentant comme ça. J'ai besoin de 30 € pour un taxi. Une pause. Le bruit des sèche-cheveux s'est amplifié, puis atténué, alors qu'elle se déplaçait dans le salon. Papa, je suis en plein milieu de la couleur de Madame Dubois. Elle fait des mèches pour le mariage de sa fille. Et si je rate le timing ? Thérèse, je pourrais faire une crise cardiaque. Fabien ne peut-il pas m'emmener ? Ou appeler une ambulance ? Chaque suggestion frappait comme un coup physique. Votre père a une urgence médicale. Et votre premier instinct est de trouver quelqu'un d'autre pour s'en occuper. J'ai serré le téléphone plus fort, maintenant le ton essoufflé. Fabien est au travail. Une ambulance coûte 300 €. J'ai juste besoin de 30 € pour un taxi. Papa, je ne peux vraiment pas partir maintenant. Madame Dubois est notre plus grosse pourboire et elle m'a spécifiquement demandé
Peut-être que tu pourrais... » Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase et je l'ai entendue parler à quelqu'un d'autre. « Oui, Madame Dubois. Encore 10 minutes sur le minuteur. » Quand elle est revenue à notre conversation, son ton avait changé. « En fait, puisque nous parlons, pourrais-tu me prêter 80 €? Il y a cette robe chez Galeries Lafayette pour la fête d'anniversaire du salon la semaine prochaine. Toutes les autres filles portent du créateur et je ne peux pas arriver en regardant bon marché. » Le silence s'est étiré entre nous, tandis que ses mots s'enfonçaient. Son père appelle avec des douleurs thoraciques, demandant 30 € pour un transport médical, et elle répond en demandant 80 € pour une robe. Le test n'aurait pas pu être plus concluant s'il avait été conçu comme une expérience psychologique. « Papa, tu es là? La robe est en solde, mais seulement jusqu'à ce soir. Je suis là. » Ma voix était devenue plate, l'essoufflement simulé remplacé par un vide authentique. « Alors, peux-tu transférer l'argent? J'ai Madame Dubois sous le sèche-cheveux, mais je pourrais aller au centre commercial après le travail. » J'ai regardé mon carnet, stylo prêt au-dessus de l'espace marqué « Test 1, Thérèse ». Les résultats étaient clairs. Face à l'urgence médicale de son père, elle avait priorisé les rendez-vous des clients et les achats personnels. Quand on lui demandait 30 € pour potentiellement sauver ma vie, elle avait requis 80 € pour la vanité. « Papa, la connexion se coupe. Je vais me débrouiller, ai-je dit doucement. « Super. À propos de l'argent pour la robe. » J'ai raccroché. La cuisine semblait plus froide, comme si l'égoïsme de Thérèse s'était infiltré par les lignes téléphoniques et avait empoisonné l'air. J'ai pris mon stylo et écrit soigneusement « Test un échoué ». À prioriser les rendez-vous des clients et les achats personnels sur une potentielle crise cardiaque de son père. Dehors, les feuilles d'automne passaient devant ma fenêtre, comme les vestiges de tout ce que j'avais cru sur ma famille. Un test terminé, 2 à venir, mais je savais déjà quels seraient les résultats. Le mardi après-midi a apporté le 2e test et avec lui, la destruction systématique des illusions restantes sur les personnes que j'avais élevées. J'ai étalé de vieux relevés bancaires et des documents d'investissement sur mon bureau, créant le décor parfait pour une confusion sur les options financières modernes. À 16h20, j'ai appelé le bureau de Fabien, Solutions Technologiques. Fabien Lambert à l'appareil. Sa voix portait le professionnalisme net de quelqu'un à l'aise avec l'autorité. « Fiston, je suis perdu avec toutes ces options d'investissement. » J'ai laissé l'incertitude colorer mes mots, jouant parfaitement le vieil homme désorienté. « J'ai besoin de ton expertise. »« Bien sûr, papa. Qu'est-ce qui se passe ?» J'entendais des clics de clavier en fond, le multitâche subtil de quelqu'un habitué à gérer plusieurs priorités simultanément. J'ai des économies qui dorment sur un compte de base sans rapporter d'intérêt. Les taux sont terribles. Toutes ces publicités sur la crypto-monnaie et les actions. Je me suis interrompu, l'image parfaite d'un seigneur dépassé. Les clics de clavier ont cessé. « De combien parlons-nous, papa ?» Pas « Quels sont tes objectifs financiers ?» Pas « Quelle est ta tolérance au risque ?» Mais « Combien d'argent ?» La question que tout conseiller avide pose en premier. Eh bien, j'ai été prudent au fil des ans, économisé un peu par-ci, par-là. Je l'ai gardé délibérément vague, observant comment son intérêt s'intensifiait avec l'opportunité perçue. « Papa, j'ai besoin de détails pour t'aider correctement. On parle de milliers? 10 000? Plus question marque. Peut-être plus. » Je pouvais presque entendre sa calculatrice mentale s'emballer. C'est pourquoi j'ai besoin de conseils. Ces sites d'investissement sont déroutants. « Écoute, papa. » Sa voix est passée en mode leçon, le ton qu'il utilisait pour expliquer la technologie à ceux qu'il considérait comme intellectuellement inférieurs. Les comptes d'épargne de base sont un suicide financier. L'inflation grignote ton pouvoir d'achat tous les jours. Je sais, fiston, c'est pourquoi je t'ai appelé. Voici ce qu'on va faire. Donne-moi le contrôle du compte et je vais tout transférer dans un portefeuille diversifié de crypto-monnaies. Je pourrai tripler ton argent en 6 mois. Voilà, pas d'éducation, pas de conseils, mais une prise de pouvoir immédiate.
Le même instinct de contrôle qui l'avait poussé à me faire la leçon sur les tickets de loterie se concentrait maintenant sur le contrôle d'actifs dont il venait d'apprendre l'existence. Contrôler le compte? J'ai laissé la confusion s'infiltrer dans ma voix. Je pensais que tu me donnerais juste des conseils. Papa, tu ne comprends pas l'investissement moderne. Ça nécessite une surveillance constante, des décisions en une fraction de seconde. Tu ne peux pas t'attendre à gérer des instruments financiers complexes à ton âge. À mon âge, comme si atteindre 68 ans avait automatiquement effacé des décennies de responsabilités financières, comme si l'homme qui avait géré un budget familial pendant 40 ans était soudain incompétent pour prendre ses propres décisions. Je pourrais mettre en place des transferts automatiques, a-t-il continué, sa voix gagnant en élan. Une procuration pour les décisions d'investissement. Tu aurais toujours accès à de l'argent de poche, mais les vrais actifs seraient gérés correctement. Gérés correctement par toi? Par quelqu'un qui comprend les marchés. Papa, tu gaspilles 20 € par mois sur ces ridicules tickets de loterie. Ça seul montre que tu as besoin de conseils professionnels. Le commentaire sur la loterie faisait particulièrement mal, considérant que ces ridicules tickets de loterie venaient de me rendre plus riche que son imagination ne pouvait le concevoir. J'ai serré le téléphone plus fort, maintenant mon rôle de vieillard confus, tandis que la rage montait derrière ma façade prudente. Donc, tu contrôlerais complètement mon argent? Pour ton propre bien, fais-moi confiance, papa. Dans 5 ans, tu me remercieras quand ton portefeuille aura grandi exponentiellement. J'ai regardé mon carnet, sachant déjà ce que j'écrirais. Le test 2, conçu pour mesurer si mon fils m'aiderait ou me manipulerait, avait révélé exactement ce que je soupçonnais. Face à l'opportunité d'éduquer son père sur l'investissement, Fabien avait immédiatement tenté de prendre le contrôle de mes actifs. « J'ai besoin de réfléchir », ai-je dit lentement. « Ne réfléchis pas trop longtemps. Les opportunités de marché n'attendent pas l'indécision. » Même son dernier commentaire était une pression, la technique de vente classique de l'urgence artificielle conçue pour empêcher une réflexion approfondie. « Je te rappellerai », ai-je dit, et j'ai raccroché avant qu'il ne puisse appliquer plus de pression. J'ai ouvert mon carnet et écrit « Test 2 échoué », a tenté de prendre le contrôle des actifs de son père sous prétexte d'expertise financière. Manipulation immédiate, aucun conseil sincère offert. 2 tests terminés, 2 échecs documentés, un test restant. Le mercredi soir apporterait la confirmation finale de ce que je savais déjà. Aucun de mes enfants ne méritait un centime de mes gains à la loterie. Le mercredi soir s'est installé sur Saint-Éloi avec la promesse de réponse définitive. J'étais assis dans mon salon, la télévision murmurant les nouvelles locales à faible volume, tandis que je me préparais pour le dernier test. Mon carnet était ouvert à côté de moi, 2 tests échoués déjà documentés de mon écriture soignée. À 21h45, j'ai composé le numéro du bar de Murphy. Le téléphone a sonné 3 fois avant que la voix de Rémi ne coupe à travers le bruit de fond. Verres qui s'entrechoquent, commentaires sportifs à la télévision, le bourdonnement constant des habitués du mercredi soir. Murphys, c'est Rémi. Fiston, je suis dans le pétrin. J'ai laissé une véritable inquiétude s'infiltrer dans ma voix. J'ai perdu mon portefeuille au parc de la Rivière aujourd'hui. Perdu ton portefeuille? Je l'entendais bouger, probablement en essuyant le comptoir tout en jonglant avec le téléphone. Ça craint, papa. Tu as annulé tes cartes de crédit? Je n'ai pas de carte de crédit, mais j'avais l'argent de ma pension de cette semaine là-dedans. 150 €. La banque ne peut pas remplacer le chèque avant lundi. Une pause. En fond, quelqu'un a commandé 2 bières et un whisky. Attends, papa. Je l'ai écouté servir des clients, le rituel familier des boissons versées et de l'argent échangé. Quand il est revenu, son ton avait changé. Désolé pour ça. Les mercredis sont chargés. Une autre pause. Papa, je t'aiderai bien, mais j'ai perdu gros au poker hier soir. Moins 300 €. 300 €. Il avait joué et perdu 2 fois ce dont j'avais besoin, puis l'admettait sans honte ni excuse. L'ironie était stupéfiante. Mon fils, avec une dépendance au jeu, refusant d'aider son père à cause de pertes au jeu. 300. J'ai laissé le choc colorer mes mots.
Rémi, tu avais dit que tu arrêterais le poker. J'ai presque arrêté. C'était juste une mauvaise soirée. Les jeux de cartes, ça arrive, tu sais. Parfois tu gagnes, parfois tu perds. Et hier soir, tu as perdu l'argent de mes courses de la semaine. Allez, papa, ne me fais pas culpabiliser. Sa voix est devenue défensive, le ton de quelqu'un habitué à esquiver la responsabilité. Tu pourrais vendre ces vieux outils dans le garage? Ils valent quelque chose. Mes outils, les clés, les scies et les marteaux que j'avais collectionnés pendant 30 ans en réparant tout ce qui se cassait dans notre maison. Il voulait que je vende les instruments de mon travail pour remplacer l'argent qu'il avait jeté à une table de poker. Rémi, j'ai besoin d'aide, pas de suggestions pour m'aider moi-même. Je sais, mais je suis à sec en ce moment. Quelqu'un a crié son nom à travers le bar. Écoute, peut-être que tu as enfin gagné quelque chose avec ces tickets de loterie, hein? Le commentaire a frappé comme un coup physique. J'étais là, tenant un ticket de loterie d'1 million d'euros, écoutant mon fils accro au jeu se moquer de mon habitude de loterie, tout en refusant de m'aider à récupérer l'argent de ma pension. La plaisanterie cosmique était presque trop parfaite pour y croire. Les tickets de loterie sont une perte, a-t-il continué, faisant écho aux critiques constantes de ses frères et sœurs. Mais bon, peut-être que ce soir est ton soir de chance. Si seulement ils savaient. Si seulement l'un d'eux savait que leur père insensé avait déjà accompli ce qu'il considérait comme impossible. Mais leur ignorance était révélatrice. Même face à mon urgence, le premier instinct de Rémi était de détourner la responsabilité et de suggérer des alternatives qui ne l'incommodaient pas. « Donc, tu ne peux pas aider ?» ai-je demandé doucement. « Papa, si je l'avais, tu sais que je te le donnerais. Mais 300 de pertes, c'est 300 de pertes. Je couvre à peine le loyer ce mois-ci. » À peine le loyer, parce qu'il avait joué son revenu. Le schéma était clair. Irresponsabilité menant à une crise financière, puis demander de l'aide au père qu'il considérait comme insensé pour acheter des tickets de loterie. « Je comprends », ai-je dit, bien que comprendre et accepter étaient des choses entièrement différentes. « Peut-être que tu devrais demander à Fabien, il a cet argent de l'informatique. » Passer la responsabilité à quelqu'un d'autre. Ne jamais accepter la responsabilité de ses propres choix. Ne jamais se sacrifier pour la famille quand le sacrifice pourrait être gênant. « Je vais me débrouiller », ai-je dit. « Désolé, papa. Vraiment, si ma chance tourne ce soir, je t'appellerai. » Il a raccroché pour servir un autre client, retournant à sa soirée de gain qu'il perdrait probablement au prochain jeu de poker. J'ai fermé mon carnet lentement, le test final terminé. 3 enfants, 3 opportunités de démontrer l'amour plutôt que l'intérêt personnel, 3 échecs spectaculaires. Chaque test avait été conçu pour nécessiter un sacrifice minimal, 30 €, des conseils honnêtes ou 150 € prêtés. Aucun d'eux n'avait réussi, mais je savais que quelqu'un le ferait. Le numéro d'Étienne était en bas de ma liste de contacts, ajouté il y a 2 ans après les funérailles de Marguerite. Demain, j'appellerai mon neveu et découvrirai à quoi ressemblait la véritable loyauté familiale. Le jeudi soir s'est installé sur ma maison vide comme un linceul. J'étais assis dans mon fauteuil, le carnet contenant 3 échecs documentés fermé sur mes genoux, regardant la cheminée où Marguerite et moi avions l'habitude de nous asseoir les soirs d'automne comme celui-ci. Le silence semblait plus lourd que d'habitude, chargé de la prise de conscience que j'avais élevé 3 étrangers qui partageaient mon sang. Le téléphone a sonné à 19h30, coupant à travers ma mélancolie comme une bouée de sauvetage inattendue. Oncle Henri. La voix d'Étienne portait une chaleur que je n'avais pas entendue de la part de la famille depuis des semaines. L'enthousiasme dans ces 2 mots a fait se serrer quelque chose dans ma poitrine. « Étienne, mon garçon, ça fait plaisir de t'entendre. » Maman a mentionné des tensions familiales quand je l'ai appelée le week-end dernier. Elle a dit que Thérèse et les garçons ont été, exigeants ces derniers temps. « Tu vas bien ?» J'ai pressé le téléphone plus près de mon oreille, frappé par la préoccupation sincère dans sa voix. Quand l'un de mes enfants m'avait-il demandé si j'allais bien sans d'abord établir ce dont ils avaient besoin de moi? Je me débrouille.
Tu sais comment c'est avec la famille. Je sais en fait. C'est pourquoi j'appelle. Des papiers bruissaient en fond, probablement des copies qu'il corrigeait. Oncle Henri, tu as toujours été trop généreux avec tout le monde. Parfois, les gens en profitent. En profitent. La phrase a touché exactement là où il fallait. 3 tests échoués avaient prouvé que c'était précisément ce que mes enfants faisaient depuis des années. Tu as peut-être raison, Étienne. Écoute, je sais que ce n'est pas ma place, et je suis loin à Toulouse. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, argent, aide à la maison, juste de la compagnie, je suis là. Je pourrais venir ce week-end. J'ai regardé le carnet fermé, puis le téléphone dans ma main. Étienne offrait de l'aide sans qu'on le lui demande, sans savoir s'il y avait quelque chose à gagner, sans calculer ce que cela pourrait lui coûter. Tout ce que mes propres enfants n'avaient pas fait. C'est très gentil de ta part, fiston. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est la famille, la vraie famille. Sa voix portait une conviction qui me rappelait son père, mon frère Thomas. Oncle Henri, je t'ai toujours admiré. Après la mort de papa, tu es celui qui s'est assuré que j'avais ce dont j'avais besoin pour l'université. Tu te souviens? Je m'en souvenais. 2000 € pour les manuels et les frais de dortoir d'Étienne, donnés sans hésiter quand l'assurance de Thomas ne couvrait pas tout. Étienne avait écrit des lettres de remerciement pendant des mois après, me tenant au courant de ses notes, de ses aspirations à enseigner, de sa gratitude pour l'opportunité. Tu as remboursé ça, Étienne, chaque centime. Parce que tu m'as appris que les dettes comptent, que la responsabilité compte. Mais plus que ça, tu m'as montré à quoi ressemble l'amour. Il a marqué une pause, et je l'ai entendu bouger dans son appartement. Je suis désolé que mes cousins ne le voient pas. Mes cousins, pas ses frères et sœurs, pas sa famille. Il comprenait la distinction entre les liens du sang et la famille choisie mieux que les enfants que j'avais élevés. Étienne, tu as toujours été spécial. Ton père serait fier de l'homme que tu es devenu. J'ai appris des bons exemples. Toi et papa. Surtout toi après son décès. Une autre pause. Oncle Henri, je suis sérieux pour l'aide. Ce dont tu as besoin, quand tu en as besoin, sans poser de questions. Sans poser de questions. L'opposé complet de chaque interaction que j'avais eue avec mes enfants récemment. Eux posaient des questions constamment. Combien? Quand? Qu'est-ce que j'obtiendrais en retour? Pourquoi ne pouvais-je pas m'en occuper moi-même? J'apprécie ça plus que tu ne le sais. La famille prend soin de la famille. C'est ce que tu m'as appris. Après avoir raccroché, je suis resté dans mon fauteuil pendant longtemps, tenant le téléphone et réfléchissant à la conversation. Étienne avait appelé non pas parce qu'il avait besoin de quelque chose, mais parce qu'il avait entendu que moi, j'en avais peut-être besoin. Il avait offert de l'aide sans condition, demandé comment j'allais sans calcul et exprimé une gratitude sincère pour les gentillesses passées au lieu d'un droit à un soutien futur. J'ai ouvert mon carnet et tourné une page vierge. En haut, j'ai écrit « Étienne Lambert, vraie famille ». En dessous, j'ai commencé à planifier comment m'assurer que la véritable loyauté serait récompensée. Le ticket de loterie dans mon coffre n'était plus seulement à moi. Il appartenait à quelqu'un qui comprenait ce que signifiait vraiment la famille. Une semaine plus tard, je roulais vers Paris avec des documents qui changeraient tout. Le matin d'octobre portait la promesse vive du pic de l'automne, la lumière dorée traversant mon pare-brise alors que je naviguais dans la circulation du centre-ville vers le bâtiment de la Française des Jeux. Je me suis garé dans le parking gouvernemental et j'ai passé la sécurité avec mon enveloppe Kraft sous le bras, comme un homme d'affaires portant des contrats. Le gardien m'a dirigé vers le 3e étage où une réceptionniste aux yeux gentils et au sourire professionnel a vérifié mon rendez-vous. « Monsieur Lambert, félicitations. Mademoiselle Dubois s'occupera de votre réclamation. » Marie Dubois semblait avoir l'âge de Fabien, portant un tailleur bleu marine et l'attitude compétente de quelqu'un qui traite des moments qui changent la vie comme une routine quotidienne. Les murs de son bureau affichaient des photos encadrées de gagnants de loterie, des gens ordinaires tenant des chèques surdimensionnés, leurs visages rayonnant de joie et d'incrédulité. « Veuillez vous asseoir. Vérifions votre ticket gagnant. »
Je lui ai tendu le bout de papier qui avait causé tant de remous familiaux. Elle l'a scanné sous une lumière spéciale, vérifié les numéros sur son système informatique et hoché la tête avec satisfaction. Confirmé. Jackpot d'1 million d'euros. Tirage du 10 octobre. Vous avez le ticket gagnant. Elle a levé les yeux avec une chaleur sincère. Qu'est-ce que ça fait d'être millionnaire, monsieur Lambert? Comme la justice, ai-je dit. Puis je me suis repris. Je veux dire, surprenant, très surprenant. Elle a souri et a commencé à expliquer le processus. Les impôts fédéraux prendraient 37%, les impôts locaux 4%, me laissant environ 700 000 euros. Je pouvais choisir des paiements annuels sur 20 ans ou une somme forfaitaire. Le choix était simple, forfaitaire. J'ai des plans précis pour cet argent. Excellent. Laissez-moi préparer les documents. Pendant les 45 minutes suivantes, j'ai signé des formulaires, fourni des pièces d'identité, répondu à des questions sur les retenues fiscales et les dépôts bancaires. Mademoiselle Dubois a expliqué les services aux gagnants, les politiques médiatiques et les recommandations de conseillers financiers. Tout semblait irréel, des procédures bureaucratiques transformant des chiffres abstraits en richesses concrètes. Votre chèque de 700 000 euros, monsieur Lambert. Elle m'a tendu un morceau de papier qui ne pesait rien, mais représentait tout. Félicitations encore. Des projets immédiats pour vos gains. Prendre soin de la famille, ai-je dit. La famille qui le mérite. J'ai roulé jusqu'au parc de la rivière après, trouvant un banc tranquille, surplombant la Seine. Le chèque semblait substantiel dans mes mains, malgré sa légèreté. C'était 100 000 euros. Plus d'argent que je n'avais gagné au cours des 15 dernières années combinées. Mais le montant n'était pas ce qui comptait. Ce qui importait, c'était la justice qu'il représentait. Étienne recevrait 500 000 euros et la maison. Assez pour sécuriser son avenir, rembourser toute dette liée à son enseignement, peut-être poursuivre des études supérieures ou voyager pendant les étés. De l'argent qui irait à quelqu'un qui avait démontré un véritable soin sans attendre de récompense. Les 200 000 euros restants couvriraient mes frais de subsistance pour les années qu'il me restait. Je n'aurais plus jamais besoin de demander quoi que ce soit à mes enfants. Plus important encore, ils n'auraient plus l'opportunité de traiter mes besoins financiers comme des inconvénients à éviter ou à manipuler pour leurs propres bénéfices. Les feuilles d'automne dérivaient devant mon banc, portées par des brises douces de la rivière qui sentaient le changement et la possibilité. Demain, j'appellerai mes enfants une dernière fois, les invitant à dîner pour une conversation qui remodèlerait notre famille pour toujours. Ils apprendraient que les actions ont des conséquences, que l'amour a une valeur, et que le père qu'ils avaient rejeté comme insensé était plus sage qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. J'ai plié le chèque soigneusement et l'ai placé dans mon portefeuille à côté du numéro d'Étienne. Demain apporterait le règlement de compte qu'ils avaient mérité par leur propre choix. Le samedi soir m'a ramené à l'encre d'argent pour l'acte final de ce drame familial. J'étais assis dans ma voiture sur le parking, vérifiant les documents de loterie une dernière fois. Le ticket gagnant, la vérification officielle de la réclamation et le chèque plié qui changerait tout. Linda nous a installés à la même table qu'auparavant, l'ironie cosmique ne m'échappant pas. Thérèse est arrivée avec ses enfants, Fabien avec Sophie, Rémi ponctuel pour une fois. Ils se sont installés dans leur schéma familier, Thérèse étudiant les options les moins chères du menu, Fabien analysant la carte des vins, Rémi commandant un steak de premier choix sans vérifier les prix. « Alors, quelle est l'occasion cette fois, papa ?» a demandé Fabien après que nous ayons commandé. « 2 dîners familiaux en 2 semaines. Ça ne te ressemble pas. »« Je voulais juste voir tout le monde, » ai-je répondu, coupant mon poulet avec une précision délibérée. La conversation a suivi des chemins prévisibles. Thérèse a mentionné les dépenses à venir des enfants. Fabien a laissé entendre des opportunités d'investissement. Rémi s'est plaint des soirées à faible pourboire. Aucun d'eux n'a demandé comment allait ma santé, ma solitude, ou comment j'avais passé mes journées depuis notre dernier dîner. Quand Linda a apporté le dessert, tarte aux pommes pour les petits-enfants, café pour les adultes, j'ai su que le moment était venu. J'ai quelque chose à vous dire à tous. J'ai posé ma tasse de café avec des mains fermes.
J'ai gagné à la loterie, il y a 2 semaines. Silence. Un silence complet, absolu. Même les petits-enfants ont levé les yeux de leur téléphone. Gagné quelle loterie? La voix de Thérèse portait le ton sceptique de quelqu'un habitué à la déception. J'ai sorti de ma veste le ticket gagnant et l'ai posé sur la table. 1 million d'euros, tirage du 10 octobre. Voici le ticket. Fabien l'a attrapé en premier, étudiant les numéros avec l'intense concentration de quelqu'un calculant des angles. Ce sont les numéros que tu joues toujours, les anniversaires de la famille. Celui de maman, le tien, ceux de tes frères et sœurs, celui d'Étienne aussi. 1 million d'euros? La voix de Rémi s'est brisée légèrement. Papa, tu es sérieux? J'ai sorti la vérification de la commission de loterie et le chèque, les étalant sur la table comme des preuves dans un procès. 700 000 euros après impôt, juste ici. La transformation était immédiate et prévisible. Les yeux de Thérèse se sont remplis de larmes, pas de joie pour ma bonne fortune, mais de calculs désespérés. Fabien s'est penché en avant avec la posture agressive de quelqu'un prêt à prendre les choses en main. Rémi a fixé le chèque avec l'attention concentrée d'un joueur voyant son salut. « Papa, c'est incroyable !» a dit Thérèse, tendant la main à travers la table comme pour toucher les documents. Il faut être malin à ce sujet. Les fonds universitaires des enfants. Mon hypothèque. En fait, a interrompu Fabien, la priorité devrait être une stratégie d'investissement appropriée. Papa, tu auras besoin d'une gestion financière professionnelle. Attends une seconde, ai-je dit doucement, et quelque chose dans mon ton les a fait taire tous les deux. Avant que quiconque commence à planifier comment dépenser mon argent, laissez-moi vous parler des 2 dernières semaines. Je les ai regardés chacun à leur tour. Je vous ai testés tous les 3. La confusion a traversé leur visage. Thérèse, lundi 14. Je t'ai appelé avec des douleurs thoraciques. J'avais besoin de 30 € pour un taxi pour voir un spécialiste du cœur. Tu étais trop occupé avec des mèches pour aider, mais tu m'as demandé 80 € pour une robe. Son visage a blanchi. Papa, Fabien, mardi 15. J'ai demandé des conseils d'investissement sur des économies. Au lieu d'aider, tu as immédiatement essayé de prendre le contrôle de mon argent. C'était un conseil professionnel. Rémi, mercredi 16. J'ai perdu mon portefeuille avec l'argent de ma pension. Tu ne pouvais pas aider parce que tu avais perdu 300 € au jeu. La bouche de Rémi s'est ouverte, puis refermée sans un son. Chacun de vous a échoué à un test simple quand votre père avait besoin d'aide. Vous avez priorisé vos propres intérêts. Quand j'ai demandé de petites sommes, vous avez soit refusé, soit essayé de manipuler la situation pour votre propre bénéfice. Le restaurant continuait son rythme de samedi soir autour de nous, d'autres familles, profitant de dîners normaux, tandis que le nôtre implosait sous la force de la vérité accumulée. Mais Étienne, ai-je continué, et j'ai vu leur visage changer à la mention de leur cousin, Étienne a appelé jeudi soir, sans agenda, sans demande, juste pour vérifier mon bien-être. Parce qu'il avait entendu parler de tension familiale, il a offert de l'aide sans qu'on le lui demande. Argent, temps, compagnie, ce dont j'avais besoin. Alors quoi? La voix de Thérèse est devenue aiguë de désespoir. Ce n'est même pas ton fils. Non, mais il comprend ce que signifie la famille. La vraie famille. Je me suis levé lentement, ma décision cristallisée en action. Étienne recevra 500 000 € et la maison. Il l'a mérité par un véritable soin et respect. L'explosion a été immédiate. Thérèse a commencé à pleurer, des larmes réelles cette fois, mêlées de rage et de désespoir. Fabien a commencé à calculer des contestations légales, sa voix montant d'indignation sur l'injustice et la manipulation. Rémi a juste fixé la table, une compréhension s'installant sur ses traits comme une tempête au ralenti. « Papa, tu ne peux pas être sérieux, » a sangloté Thérèse. « Nous sommes tes enfants. » Des enfants qui m'ont traité comme un compte bancaire avec des jambes, des enfants qui ont critiqué mes tickets de loterie tout en planifiant comment dépenser mes gains. J'ai sorti mon portefeuille et posé l'appoint exact sur la table pour ma part du dîner. Étienne n'a jamais rien demandé.
C'est pourquoi il mérite tout. » Sophie, qui était restée silencieuse tout au long de la révélation, a touché mon bras doucement. « Monsieur Lambert, je comprends que vous soyez blessé, mais peut-être... » « Sophie, vous êtes une bonne femme. Je suis désolé que vous soyez mariée à quelqu'un qui voit son père comme une ressource financière plutôt qu'une personne. » Je suis sorti du restaurant sans regarder en arrière, leur voix montant derrière moi dans un chœur de protestation, d'accusation et de marchandage désespéré. L'air automnal semblait pur après l'atmosphère étouffante de la déception familiale. Dans ma voiture, j'ai sorti mon téléphone et fait défiler jusqu'au numéro d'Étienne. Il était temps d'appeler mon véritable héritier et de partager une nouvelle qui changerait sa vie pour toujours. La justice, il s'avérait, ressemblait exactement à s'éloigner de personnes qui n'avaient jamais mérité votre amour en premier lieu. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la boîte à gauche. Merci d'avoir regardé.